Depuis le mois de janvier, la France connaît une vague de cyberattaques sans précédent. 19 000 sites internet piratés par des hackers anti-Charlie Hebdo, une semaine seulement après l'attentat. Et en avril, c'est TV5 Monde qui subit un piratage massif qui entraîne l'interruption de la chaîne et de ses programmes. C'est la première cyberattaque de grande ampleur sur un média revendiqué par le cybercalifat, un mystérieux groupe de hackers. Alors que les intrusions sur Internet se multiplient, certaines pourraient avoir des conséquences beaucoup plus graves. Car plus nous sommes connectés, plus nous sommes vulnérables. Et les sites industriels, comme les centrales électriques ou nucléaires, n'échappent pas à la règle. Faut-il redouter un attentat d'origine cyber? Élément de réponse dans ce reportage de Farah Boucherac et Claire Williams. Alerte à Douai, dans le nord de la France. Des hackers perturbent les ordinateurs d'un régiment. Ces soldats tentent de trouver une parade. Je regarde vis-à-vis de ce qui se passe. Donc là, c'est une intégrité système, donc on va regarder à quoi ça correspond. L'attaque est fictive. Il s'agit en fait d'un exercice de simulation. La France va débloquer 1 milliard d'euros pour sa cyberdéfense. Dans l'armée, les effectifs vont doubler. Ils seront plus de 450 combattants du web d'ici 4 ans. Jimmy est l'un d'entre eux. Après une formation militaire, il s'est spécialisé dans l'informatique. On a besoin de cybersoldats parce que les attaques ne s'effectuent pas entre deux camps qui sont l'un en face de l'autre. Toutes les attaques sont sont basées sur l'informatique et tout ce qui touche le cyberespace. Après les attentats de Charlie Hebdo, la France a subi une vague d'attaques sur des sites internet. 19 000 en une semaine seulement. Mais le vrai cauchemar des états-majors, que des missiles soient stoppés ou des drones piratés. À mon avis, ce n'est pas de la science-fiction. Si nous nous préparons à les contrer, c'est que nous prenons cette menace très au sérieux, bien évidemment. C'est déjà arrivé? Ça, je ne répondrai pas à votre question. Vous pouvez pas me dire si vous avez déjà contré des attaques sur les systèmes informatiques de l'armée? Je ne peux pas vous en parler précisément, mais vous avez la réponse dans votre question. Officiellement, la France ne se prépare qu'à la défense. Pourtant, d'autres États sont passés à l'offensive. En 2010, le virus Stuxnet a défrayé la chronique. Sa cible, le programme nucléaire iranien. Il a provoqué l'arrêt d'un 5e des centrifugeuses de la centrale de Natanz. Les codes malveillants ont été injectés de l'intérieur, sans connexion Internet. D'après le New York Times, les États-Unis, avec l'aide d'Israël, seraient derrière cette attaque. Et l'an dernier, des hackers ont visé une aciérie en Allemagne. Un haut fourneau ne s'est pas refermé à temps. Dans son rapport, Berlin évoque des dommages massifs. Les détails restent classés top secret. Des virus peuvent donc détruire des équipements dans le monde réel. Imaginez Paris aux mains des hackers. La distribution d'eau, l'alimentation électrique, les réseaux ferroviaires sabotés à distance. Cette menace, l'ANSSI la prend très au sérieux. L'agence gère la cybersécurité nationale. Ce système industriel miniature sert à former les agents de l'État. Si jamais quelque chose se passe mal sur l'installation, n'importe qui doit être en mesure de claquer l'arrêt d'urgence et puis de pouvoir arrêter l'installation. Tous les équipements industriels sont pilotés à distance par un système central. On les appelle les SCADA. Ils gèrent la distribution électrique, les canalisations de gaz ou encore l'approvisionnement en eau. Ces systèmes datent des années 60. Depuis, ils se sont informatisés, devenant de fait plus vulnérables. Il faut bien comprendre que ces systèmes-là, les composants que vous avez sur la plateforme, n'ont pas été conçus pour faire face à la menace informatique. Donc aujourd'hui, ces systèmes sont faits, je dirais, pour que n'importe qui puisse en modifier le fonctionnement. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont vulnérables, parce que tous les systèmes industriels ne sont pas accessibles facilement depuis l'extérieur. Nous partons à Cancun à la rencontre des chapeaux blancs. Ce sont des hackers, mais ils se battent contre les attaques des pirates, les chapeaux noirs. Tous sont invités au Mexique par Eugène Kaspersky. Le pape russe de la cybersécurité donne sa conférence annuelle. Let the fight begin. Grâce au virus, il est devenu milliardaire.
Pourtant, cet ancien du KGB ne possède toujours pas de smartphone. Mon téléphone? J'utilise ce vieux téléphone, pas pour la sécurité, mais juste parce que je l'aime bien. Ça fait bientôt 8 ans que je l'ai, et il a toujours la même batterie. Pour infecter une centrale nucléaire, il faut des ressources énormes. Le virus Stuxnet en Iran a demandé des années de travail et coûté des millions de dollars. Copié, modifié, il pourrait inspirer les groupes terroristes. Eugène Kaspersky en est convaincu. J'ai bien peur que ce soit la prochaine étape. Des terroristes traditionnels qui embauchent des ingénieurs pour attaquer les infrastructures critiques. Bien sûr, ils ne sont pas capables de développer ce type de software, mais il leur suffira de payer des hackers professionnels, ou peut-être de les kidnapper, et de les forcer à le faire. Les prochains attentats viendront-ils du cyber? Ce jeune Américain tente de rassurer les experts de Kaspersky. Rodrigo Bijou infiltre les réseaux islamistes sur le web. Déjà, à 12 ans, il avait créé un forum musulman pour repérer les futurs djihadistes. On n'arrête pas d'entendre que les terroristes vont attaquer les infrastructures critiques. Je trouve ça dingue. Ils mènent des cyberattaques pour avoir l'attention des médias. Ce qui fait peur, par contre, c'est qu'ils en sont capables. On n'a pas vu ce type d'attaque simplement parce que la motivation n'est pas encore là. Derrière leurs ordinateurs ou sur cette plage, les pros de la sécurité restent sur leur garde. Plus de 117 000 cyberattaques ont lieu chaque jour dans le monde et les pirates risquent de frapper de plus en plus fort. Pour protéger les ressources et les données vitales en temps réel, une ligne de défense doit être installée par toute organisation, entreprise ou administration. Un travail collectif entre les institutions gouvernementales est donc essentiel. Encore aujourd'hui, peu d'organisations sont dans cette logique de cybersécurité. L'environnement et les modes d'attaque ont changé et toute l'approche sécurité doit en tenir compte. Parallèlement, la législation devrait évoluer vers une plus grande surveillance, en particulier des réseaux sociaux. La guerre a officiellement pris fin il y a 15 ans au Nicaragua, mais la violence continue de hanter les rues. Les combattants d'aujourd'hui ne portent pas d'uniforme et ils ne luttent pas au nom d'idéologie, mais pour le contrôle de territoire, se limitant souvent à quelques pâtés de maison, voire à un terrain de football. Durant la guerre civile qui a ravagé le pays pendant les années 80, les habitants des régions rurales ont migré en masse vers les villes dans l'espoir d'y trouver la sécurité et du travail. Quand le conflit a pris fin en 1990, quelques 92 000 combattants ont été démobilisés et se sont trouvés précipités dans le chômage et la misère. Le taux de criminalité au Nicaragua figure parmi les plus bas d'Amérique centrale. La police responsable de la sécurité civile, comme l'armée, sont des institutions respectées. Comment le pays parvient-il à éviter la contagion de violence qui sévit dans la région? Laurence Cuvillier, Mathieu Coma. En ce début de réunion, la tension se lit sur les visages. Assis face à face, deux gangs rivaux d'un quartier pauvre de Managua. Et entre eux, des policiers et un psychologue qui essayent depuis plusieurs mois de le réconcilier. C'est la première fois qu'on les réunit. Jusqu'à maintenant, ils ne supportaient pas l'idée de se voir. Tuer dans l'œuf la violence et les conflits, c'est la mission principale des policiers nicaraguayens. Vous ne pouvez pas le nier, il y a un enfant là, en vous. Et sans doute cet enfant s'est senti triste ou blessé. L'agent montre l'exemple d'un geste de réconciliation. Vous voyez, c'est simple. Les serrements de main sont encore timides, mais le premier pas est franchi. Il y a plusieurs mois, la police a commencé par séparer les groupes et organiser des rencontres avec des psychologues. C'est le début du processus de pacification. La clé de cette stratégie de prévention, la communication constante avec les chefs de quartier, des volontaires qui maintiennent la police informée des problèmes de voisinage et développent avec eux des projets à visée sociale. On va d'abord faire la formation sur les valeurs aux enfants, mais on va la proposer aussi aux parents. La réunion finie, le capitaine Bismarck se rend au terrain de football. Capitaine, on a déjà éliminé toutes les équipes. Fast and Furious. Car c'est aussi la police qui organise et encadre les tournois dans le quartier, en comptant sur l'appui des chefs. On doit connaître tous ces jeunes. C'est la base de notre travail. Avoir une interaction constante avec eux et les leaders communautaires.
Et le sport, c'est une des clés pour nous rapprocher d'eux. Cette stratégie semble payer. Au Nicaragua, le taux de criminalité est 8 fois moindre que chez le voisin du Nord, le Honduras. Et les Maras, ces organisations criminelles qui terrorisent l'Amérique centrale, n'ont pas réussi à s'implanter ici. Mais le Nicaragua n'en reste pas moins sur la route du trafic de drogue de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Et certaines régions font face à de graves problèmes d'insécurité. Dans certains endroits de la côte atlantique, nous nous sommes rendus compte que certains groupes de narcotrafiquants incitent les jeunes à consommer de la drogue et à la vendre. Et ainsi, le transit de drogue est facilité dans cette zone. Le capitaine Bismarck sait que de la drogue circule aussi dans le quartier qu'il supervise. Salut toi, comment ça va? Entre 1 et 10, tu vas comment? Quoi, 7 ou 8? Pourquoi? Ce soir, il rend visite à Doña Socorro, dont le fils a des problèmes de toxicomanie. Il assure le suivi de sa réintégration. On va commencer des séances de formation professionnelle si ça t'intéresse. On peut te proposer des séminaires, alors n'hésite pas, hein, tu as mon téléphone. Dieu merci, je vais un peu mieux. Ce serait un mensonge de dire que je m'en suis sorti tout seul. Ils m'ont aidé à retourner au lycée. Sans cet appui, je serais sans doute encore à traîner dans les rues. Pendant leurs heures de service, le capitaine Bismarck et ses agents ne portent pas d'armes. Ici, pas besoin de faire les gros bras. La police nicaraguayenne obtient ses bons résultats avec tout juste 80 millions de dollars par an, un des budgets les plus bas du continent. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.